À l'aube, l'imprimerie sent l'huile chaude, le papier humide et les copeaux de fer. Entre les tables avec les caisses à lettres, il y a des bassines d'eau chaude, des chiffons imbibés d'encre et sur l'établi, des bandes de plomb grises qui servent à assembler les titres. Les feuilles, contenant les règles de bienséance, sèchent sur des cordes et chaque lettre ressemble à un clou. Lisse, froide, destinée non pas à convaincre, mais à clouer. Le levier de la presse monte et descend comme un marteau dans une forge, et sous la plaque sort une page identique avec des mots identiques, prêts à être répétés à l'infini. Dans la boutique d'en face, on lave les seuils avec du sable, car avant la perquisition, il ne faut pas laisser de traces de saleté. On roule un tonneau de charbon sur la pierre, le cerceau claque, et ce bruit est difficile à distinguer du coup suivant de la presse. Aujourd'hui, on imprimera les mœurs. Demain, les autorisations. Après-demain, les aveux de culpabilité. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez cette émission afin de créer une carte interactive de notre conversation. Je vous souhaite une écoute sereine mais attentive. Nous allons maintenant voir comment le code moral s'est transformé en outil de relations publiques pour les affaires de divorce et comment les imprimeries sont devenues un levier de pression politique. La version officielle de l'histoire semble décente et donc trompeuse, comme si le pouvoir royal se souciait de la modestie, du calme et de l'ordre. Les documents montrent autre chose. Lorsque les dirigeants décident de rompre l'union, obtiennent un nouveau mariage et restructurent la hiérarchie ecclésiastique, les feuilles sur les convenances, les instructions sur la bonne lecture et les règles de conduite pour les bons sujets se multiplient soudainement. Il ne s'agit pas d'une vague fortuite, mais d'un chœur synchronisé qui couvre le bruit des faits controversés. Le premier revirement préparé est la coïncidence entre la rhétorique moralisatrice et les rebondissements de l'affaire matrimoniale. Pendant que les juristes débattent de la parenté et de la légalité, la rue reçoit une image explicative. Ils ont mal vécu, ils se sont égarés, maintenant ils vont se corriger. Les leçons de morale s'accompagnent d'injonctions à ne pas parler du mariage du roi, à ne pas répandre de mauvaises paroles, à ne pas discuter de la conscience d'autrui. C'est ainsi que se creuse le fossé entre la machine juridique réelle et sa vitrine sans âme. Plus loin, l'imprimerie commence à fonctionner comme une licence pour respirer. Dans la première moitié du XVIe siècle, l'autorisation de publier un livre devient un instrument comparable à une serrure sur une porte. Il est interdit d'imprimer dans une langue compréhensible sans examen et autorisation préalable. Il est interdit d'importer des livres sans marque. Il est interdit de reproduire même des recueils inoffensifs s'ils ne sont pas passés entre les mains nécessaires. L'imprimerie cesse d'être un métier et devient un point de contrôle du mouvement des idées. C'est le deuxième tournant préparé. Les textes moraux du genre sermon se transforment en un produit bureaucratique avec un privilège, une durée de validité, le nom du responsable. Cela signifie que la morale elle-même passe du domaine de la conscience à celui des autorisations et des sanctions. Le troisième tournant concerne la manière dont l'accès à la lecture est distribué. Au début, les paroisses reçoivent de grands livres dans leur langue maternelle, comme si l'on faisait confiance aux yeux et à la mémoire de tous les adultes. Puis, le souci d'une interprétation correcte commence à tracer des limites. On peut lire sous surveillance, à haute voix, selon un horaire, et pour certains États, il vaut mieux s'abstenir complètement. Les femmes sans origine noble, les apprentis, les personnes de rang inférieur se voient indiquer leur place, écouter et non interpréter. Cet ordre n'explique pas, il trie. Ainsi, la moralité devient un point de contrôle. Ici, on vous laisse entrer, là, non. Ici, vous devez garder le silence. Là, vous devez prêter attention. En vitrine,
on affiche le souci du salut de l'âme. Dans les registres, on trouve les listes des personnes admises et celles des infractions. Parallèlement, le bloc des articles doctrinaux s'étoffe, où la foi correcte et les mœurs correctes sont associées à des sanctions. La formule de l'unité d'opinion cache le tableau des conséquences. Pour la négation verbale d'un dogme clé, c'est le bûcher. Pour la désobéissance dans les petites choses, c'est la prison, la confiscation, l'exil. Pour les tracts non autorisés, c'est l'amende, la fermeture de l'atelier, l'interdiction de travailler. Les listes sur les convenances se trouvent au même endroit que les ordonnances sur la destruction des anciens privilèges monastiques et sur le transfert des terres. Tout ce qui peut être considéré comme une purification devient un capital politique et tout ce qui y fait obstacle, une corruption des mœurs. Ainsi, la parole morale cesse d'être la propriété du prédicateur et devient une fonction à la cour. La dimension quotidienne de cette réforme sent le froid et la chaux. Dans les maisons, on économise les bougies et on garde les affaires dans des coffres scellés. La peur des perquisitions n'aime pas la lumière superflue. Les cellules sont humides, les murs sont mouillés, le sol est recouvert d'une natte grise à la place de la paille, et des hommes adultes sont assis pour de mauvaises raisons à côté de ceux qui ont simplement été victimes d'une confusion d'identité. Dans les bâtiments des monastères, on enlève les cloches, on empile les livres, on emporte l'argenterie. Dans les entrepôts municipaux, un nouveau lot de tissus et de céréales, acquis grâce à la revente de biens, fait son apparition. Sur les marchés, on murmure qui a disparu pendant la nuit et qui est revenu silencieux et léger parce qu'on lui a retiré son métier. La moralité qui est imprimée s'avère être non pas plus proche de la vérité, mais plus proche de l'inventaire des biens. Pour ne pas confondre la vitrine et le mécanisme, il faut distinguer le mythe et le document. Le mythe parle de purification des mœurs, comme s'il s'agissait de sauver l'âme de la ville. Le document montre une propagande contrôlée. Les imprimeries sont intégrées dans le système de sanctions. Les tracts, sur les convenances, sont synchronisés avec les changements matrimoniaux et les nouveaux serments de fidélité. Le cercle de lecture est limité à la classe sociale et à la surveillance. Toute personne en désaccord est transférée de la sphère des opinions à celle des crimes. Dans ce système, l'acte moral est un prétexte commode pour redistribuer le pouvoir et les biens, et la bienséance est un moyen subtil de contraindre les gens à répéter les formules souhaitées. L'histoire ne s'arrête pas là. Suivons le fil. Comment les interdictions et les autorisations d'impression coïncidaient avec les étapes des procédures de divorce? Comment de nouvelles prescriptions de lecture apparaissaient peu après l'adoption des décisions au sommet? Comment les articles doctrinaux servaient de colonne vertébrale à la main punitive et les pamphlets moraux de sourire? Nous verrons comment les économies sur les bougies se sont transformées en économies sur les mots. Comment le silence dans les paroisses était assuré, non pas par l'humilité, mais par les files d'attente devant les bureaux des autorisations. Et comment la presse à imprimer est devenue une partie intégrante de la machine étatique, au même titre que la serrure d'une porte de prison. Et à chaque tournant, on entendra la même chose. Lorsque le roi a besoin d'un divorce, la morale se transforme en presse à imprimer et les feuilles en murs sur lesquelles ne pousse pas la mousse du doute. Dans l'étroite entrée de la paroisse, un grand livre est suspendu à une chaîne, on le pose sur un pupitre pour qu'on ne l'emporte pas. Les adultes se précipitent vers les pages, mais le gardien rappelle la règle, lire à haute voix et à tour de rôle. Au début, cela ressemble à de la confiance, à un geste qui ouvre les portes à tous. Puis, un verrou invisible est accroché à la porte. On peut lire, mais sous surveillance. Interpréter, seulement ceux qui en ont le droit. Répéter les interprétations des autres, dans des endroits strictement réservés. Ce n'est pas une question de sens, c'est une question de contrôle d'accès. C'est ainsi qu'une nouvelle habitude voit le jour. Considérer la feuille imprimée comme un objet portant un cachet d'autorisation. Là où hier le texte reliait les gens,
Aujourd'hui, on l'enchaîne pour qu'il ne se disperse pas. Et ce n'est pas la seule chaîne. À côté, on voit s'allonger la liste des personnes qui n'ont temporairement pas le droit de lire à haute voix. Le papier enseigne le silence par la forme, et la forme fonctionne mieux que l'écrit. Parallèlement, l'atmosphère de la ville change. Là où l'on distribuait autrefois l'aumône aux portes du monastère, les cours se vident, les bâtiments sont vendus, les livres et l'argenterie ont disparu, les malades cherchent refuge dans des maisons privées, et les autorités locales tentent de combler le vide par des ordonnances sur l'aumône et des amendes pour vagabondage. Les tracts moraux vantent les mérites de la modération et du travail manuel, mais dans la rue, la réalité est tout autre. Ceux qui vivaient de la cuisine du monastère cherchent désormais leur pain au marché et découvrent rapidement le prix de l'ordre. Il s'agit là aussi de relations publiques, mais avec un visage plus quotidien. Il est plus facile d'écrire sur la modestie que de maintenir un refuge. Dans ce fossé entre les mots et les actes, on entend clairement comment le sens de la presse change. Elle retire le droit d'aider à ceux qui aidèrent de manière systématique et le transfère dans le domaine des vertus privées, où il est plus facile de contrôler les récits sur la miséricorde que ses faits. La pression sur les imprimeries est exercée de manière sèche et sourde. L'autorisation d'imprimer devient un document au même titre que le droit de vendre du sel. Sans privilège, c'est une amende. Sans mention sur la page de titre, c'est la saisie du tirage. Sans le nom du responsable, c'est la fermeture de l'atelier. Dans le même temps, la forme du texte moral est standardisée. Un gros titre sur le comportement approprié, une section compréhensible sur les péchés de la langue, un bloc sur l'obéissance et les devoirs de chaque État. Plus la norme est stricte, plus il est facile de contrôler. Ceux qui ont l'habitude d'imprimer des ballades et des feuillets humoristiques reçoivent des avertissements. Les divertissements sont autorisés s'ils confirment l'ordre et ne suscitent pas de doute. En ce sens, la presse à imprimer fonctionne comme une règle graduée. Tout ce qui ne rentre pas est coupé. La partie la plus cruelle de la réforme est le vocabulaire pénal. Les mots se transforment en délits, les délits en affaires, les affaires en avertissements pour les voisins. Les listes de sujets interdits varient d'une ville à l'autre. Il est interdit d'interpréter les subtilités juridiques du mariage du souverain, de diffuser des chansons malveillantes et des rimes moqueuses sur la maison régnante, d'imprimer des interprétations sans autorisation. En cas d'infraction, ce n'est pas un débat théologique qui s'ensuit, mais une arrestation et une caution qui ruinent un atelier artisanal plus rapidement que n'importe quel différend. L'idée de purification des mœurs sert de masque à une nouvelle géographie du risque. Auparavant, il était dangereux de discuter sur la place publique. Désormais, il est dangereux d'écrire ce que l'on pense et de conserver ses écrits dans un tiroir. Ainsi, la chambre privée devient un espace où le silence est plus précieux que n'importe quel texte. Parallèlement, on assiste à une redistribution du pouvoir livresque. Certains exemplaires de la Bible sont présentés comme un symbole d'accessibilité, énorme, en langue populaire, solide, avec une lourde fermeture, tandis que d'autres textes, tout aussi populaires, sont déclarés suspects et réduits à des listes destinées aux connaisseurs. Le mécanisme est double. D'un côté, on affiche l'ouverture, de l'autre, on ferme hermétiquement les portes du sens. Les enseignements sur les convenances aident à effacer les traces. Ils sont imprimés à côté des décrets sur les nouveaux mariages et les serments afin que le sentiment de vie correcte adhère à la forme du pouvoir comme le cache-sceau à la bande. Le lecteur a l'impression qu'on lui a donné la clé, mais il ne remarque pas que la porte est restée fermée à clé. Dans le droit, cela se traduit par des paquets où la discipline de l'impression côtoie les articles doctrinaux. Un document parle de vraie foi et de unanimité. Le suivant évoque les amendes pour tracts non autorisés et propos malveillants. À côté,
on trouve des dispositions sur les serments et les promesses solennelles d'un nouveau genre. Du point de vue de l'artisan, tout est simple. Soit l'atelier est ouvert, soit il est fermé. Soit il y a des commandes pour les bons tracts, soit les presses restent silencieuses. Du point de vue de la ville, c'est encore plus simple. Plus le tambour des textes moraux résonne fort, plus les discussions sur la manière dont l'ancien système est détruit et dans quel but sont étouffées. Le mythe de la purification repose sur la coïncidence entre le bruit et le silence. Imprimer haut et fort des textes sur les convenances et étouffer les questions discrètes sur les raisons. Dans la physiologie de la rue, ces changements laissent des traces. Le matin, on roule sur les pavés, non seulement des barils de charbon, mais aussi du papier confisqué qui sera utilisé à des fins domestiques. Les scribes verrouillent leurs armoires contenant les brouillons, apprenant à leurs élèves à tenir leur langue et leurs mains dans leurs poches. Dans les tavernes, on devient prudent avec les poèmes. Si vous récitez un vers gênant, vous serez interrogé le lendemain. Les serviteurs paroissiaux, munis de clés neuves, vérifient les chaînes des grands livres et notent ceux qui s'attardent trop longtemps au pupitre. Là où hier on discutait à voix basse, aujourd'hui, on regarde les ombres sous la porte. Le code moral semblait promettre l'ordre dans la maison, mais en réalité, il a mis de l'ordre dans les rangs, où les mots sont classés par ordre de grandeur et où le doute est relégué à la fin. Cette pratique permet de comprendre comment la morale est devenue une machine à imprimer des relations publiques pour les revirements matrimoniaux. Quand on changeait d'épouse en haut, on changeait de ton en bas. Quand on réécrivait les vœux, on réécrivait aussi les manuels de piété. Quand on élargissait la composition de l'adultère pour les mots, on élargissait aussi le tirage des instructions sur la modestie du langage. Tout cela était consolidé par des licences, des privilèges, des interdictions d'importer des livres étrangers et la navigation vers des lecteurs autorisés. Les gens ont appris à vivre avec cela, comme ils vivent avec le froid. Économiser la chaleur, ne pas éclairer inutilement, ne pas garder chez eux ce pourquoi on leur demanderait des comptes. Et pourtant, des pauses dans cette machine se produisent, non par clémence, mais par erreur. Parfois, une feuille a le temps de se disperser avant l'interdiction. Parfois, un couplet audacieux se cache dans une chanson innocente. Parfois, le gardien est distrait et la chaîne sur le livre sonne plus tard. C'est sur ces fissures que reposera la suite de l'histoire. Comment la résistance, sans paraître héroïque, a laissé des traces dans les registres, dans les inventaires des saisies et dans le ton nerveux de ceux qui avaient l'habitude d'utiliser la morale comme un marteau. Sur les routes du Nord, on répand du gravier pour que les charrettes transportant les livres confisqués ne s'enfoncent pas dans la boue, et cela semble insignifiant jusqu'à ce que l'on remarque la fréquence à laquelle ces convois passent. Des personnes guidées retirent les manuscrits des étagères, les empilent, séparent les reliures pour les revendre, coupent le parchemin en bandes pour les rubans de reliure, et les miniatures défraîchies servent à emballer les comptes ménagers. Les inventaires indiquent que beaucoup de choses sont abîmées par l'humidité ou inutilisables, mais on voit ensuite les montants des recettes provenant de la vente du plomb, du laiton et du bois. En même temps, la pile de feuilles expliquant pourquoi tout cela est fait s'épaissit, pour l'ordre, pour la modestie, pour mettre fin aux abus. Le cadre moralisateur occulte le sens économique des ventes et les tirages font de ce cadre le seul élément visible. Ainsi, la presse à imprimer sert une nouvelle redistribution. À travers des leçons de bienséance, on amène à penser que les anciens propriétaires n'avaient pas le droit de conserver ce qui va désormais passer dans les caisses de l'État et entre les mains de personnes bienveillantes. Le calendrier des autorités comporte des étapes liées entre elles. On commence par recenser les biens et les revenus de l'Église, puis on procède à des visites avec des inventaires, après quoi on imprime des articles généraux destinés aux paroisses sur la discipline à respecter. Parallèlement,
à des tracts destinés aux laïcs sur le silence et l'obéissance. Le livre se transforme en comptabilité et le code moral en manuel pour la mise en place d'une nouvelle hiérarchie. Dans les rues, cela se ressent dans le bruit qui a changé. Moins de cloches, plus de cris de vente, moins de pèlerins, plus de marchands de papier, moins de lectures publiques, plus d'interdictions de rassemblements dangereux. La politique de la cour et celle de l'imprimerie vont de pair. Dès que les dirigeants prennent une décision concernant le mariage et la foi, une vague d'explications sur la manière de vivre correctement, sans réfléchir à la raison, apparaît. Il ne s'agit pas d'un débat d'idées, mais d'une logistique de l'obéissance. La presse introduit dans la vie quotidienne un autre instrument froid, la peur du mot qui sera transformé en preuve. Dans les ateliers, les serruriers fabriquent des formes métalliques pour les titres des instructions. Les compositeurs assemblent des polices reconnaissables afin de faciliter la tâche des contrôleurs. Les éditeurs reçoivent des rappels concernant l'importation de livres étrangers depuis les ports de la mer du Nord. On conseille aux commerçants d'éviter les sacs à double fond. Et les relieurs apprennent à retirer des couvertures les anciennes feuilles intercalaires comportant des annotations étrangères, car n'importe quelle ligne peut faire l'objet d'une enquête. Même un résumé réécrit à la maison peut être suspect s'il semble trop libre. La peur n'est pas bruyante, mais elle est sèche comme la chaux sur les murs d'une prison et collante comme du papier mouillé collé au rouleau d'une machine. Elle oblige un adulte à vérifier ses poches avant de sortir et à effacer ses brouillons avec précaution. Pendant ce temps, la purification des mœurs commence à servir non seulement les affaires matrimoniales et la hiérarchie ecclésiastique, mais aussi le nouvel ordre de la grâce et du châtiment. Les campagnes publiques exigent des exemples marquants, et les autorités les choisissent avec soin. Un noble est condamné pour avoir tenu des propos déshonorant la maison royale, un scribe pour avoir publié un recueil non autorisé, un marchand pour avoir importé clandestinement des marchandises, un prédicateur pour avoir repris les interprétations d'autrui. Sans détail, mais avec des conséquences, parfois le pilori, parfois le bûcher, parfois seulement la confiscation et le serment. À côté, pour contraster, on imprime des instructions sur la bonne conduite dans la famille, la modestie vestimentaire, l'ordre dans la paroisse. Ensemble, ces feuilles et ces sentences fonctionnent comme une paire de lames. Les unes coupent la langue, les autres polissent la conscience. Et le tirage comble le vide entre la peur et l'habitude. En quelques années, les gens commencent à répéter les formules, comme ils répètent les prières et les prix du marché. Les villes du nord et du centre du royaume réagissent différemment. Certains ateliers artisanaux tentent de rester neutres en imprimant des calendriers et des manuels d'écriture sans danger afin de ne pas fermer. Ailleurs, les cours marchandes aident à transporter des livres et des papiers autorisés pour les autorités, car cela leur assure au moins un revenu stable. Ailleurs encore, le boycott silencieux est populaire. On n'achète pas de feuilles sur les convenances, mais les relieurs sont occupés sans cesse. Ils démontent les vieux livres et les relient selon de nouvelles listes afin de dissimuler l'origine du papier. Mais la tendance générale est la même. Plus la propagande sur l'ordre moral est active, moins on parle de liberté de la presse. La vie correcte se vend avec un nouvel ordre de taxes et de serments, et elle a un prix. Le silence, des notes dans les registres paroissiaux, une licence pour respirer. Des mouvements rebelles éclatent dans le Nord, ce qui donne aux autorités une occasion d'affûter leurs instruments. En réponse, elles impriment des proclamations sur le serment d'allégeance, sur la soumission silencieuse, sur le péché du doute, et ces feuilles restent affichées sur les portes des paroisses plus longtemps que les annonces du marché. Après la répression des révoltes, la politique textuelle se durcit. Les chansons populaires sur des thèmes controversés sont interdites, la satire est considérée avec méfiance, les ballades sont scrutées à la recherche d'allusions malveillantes. Les imprimeries prennent l'habitude
de garder à portée de main un formulaire d'excuses et d'assurance afin de démontrer leur loyauté lors de tout contrôle. Dans leur chambre, les adultes apprennent à écrire de manière à conserver leurs pensées sans laisser de traces qui pourraient être suivies. Pendant ce temps, les revirements matrimoniaux au sommet se traduisent en bas: nouveaux serments, nouvelles formules d'assermentation, nouveaux paiements, nouveaux actes fixant le transfert des droits et des revenus. Les campagnes morales reculent d'un pas, mais restent à proximité, prêtes à combler le prochain vide par des paroles de modestie et de silence. C'est ainsi que se forme un rythme à long terme. Lorsqu'une manœuvre politique est nécessaire, on lance une vague d'instructions. Lorsque la manœuvre est effectuée, on renforce le contrôle sur la presse, on distribue des licences en fonction de ce qui est nécessaire pour contrôler et ce qui est possible pour nourrir. En conséquence, les habitants du pays prennent l'habitude de considérer le journal comme une directive sur eux-mêmes, quoi porter, quoi ne pas lire, quoi répéter. Cela frappe précisément par son caractère banal. On ne commande pas aux gens d'aimer, on leur propose de se comporter correctement. Et sous cette formule, on pose les rails d'acier d'un nouvel ordre. Dans l'ombre de cet ordre, l'effet brut des pertes reste dans l'ombre. Les anciens hôpitaux monastiques sont transformés en entrepôts. Là où l'on soignait autrefois, on stocke désormais de la laine et du sel. Les écoles rattachées au monastère se désagrègent, une partie des enseignants disparaît, une autre partie se retrouve dans des maisons privées, où le savoir devient une marchandise. Les copistes perdent leurs commandes habituelles, les relieurs trouvent un nouveau travail dans la renaissance des vieux livres. Les veuves des anciens imprimeurs doivent obtenir de la municipalité le droit de poursuivre l'activité, et parfois, elles y sont autorisées, car les presses ne peuvent être laissées sans main. Les cortèges funèbres défilent plus souvent dans les rues sans chant, car pour chanter, il faut une chorale, et les chorales ont changé de propriétaire. Dans cette ville, la mort se fait entendre comme une absence de son, et le bruit le plus fort ici est celui des presses en fer. Quand on regarde tout le chemin parcouru, on comprend pourquoi le mythe de la purification des mœurs est si tenace. Il promet que le mot « ordre » remplacera le mot « peur ». Mais les documents montrent autre chose. L'ordre est devenu une marque apposée sur les feuilles avec la licence, et cette marque cache le compteur étranger de la terre, des biens et des langues. L'imprimerie semblait donner un nouveau souffle aux gens, mais elle est devenue un filtre. Le code moral semblait protéger de la saleté, mais il est devenu un tablier pour le sale boulot de la politique. Et plus il y a de mots sur la vertu sur la feuille, plus on voit souvent au verso le cachet qui indique à qui appartient votre voix. L'histoire continue sur la même voie. Une nouvelle vague de tracts, de nouvelles interdictions, de nouvelles autorisations pour les bonnes mains. Mais toute machine a une limite d'usure. Les rouleaux s'usent, les ouvriers cachent les empreintes superflues, les gardiens s'endorment à leur poste, et les lecteurs apprennent à distinguer où s'arrête la morale et où commence l'ordre. C'est précisément dans ces interstices microscopiques que naît la chance d'une décision humaine, non pas un geste héroïque, mais un petit refus de répéter qui fait un jour une pause plus forte que le tirage. La résistance de la machine se mesure soudain non plus en fer, mais en mémoire. Les imprimeurs savent quelle police il vaut mieux cacher, quel cliché ne pas garder à la vue de tous, à quel compositeur ne confier que des lignes sûres. Une nouvelle profession apparaît dans les listes municipales, celle d'inspecteur des épreuves d'impression, qui s'approche de la machine avec le même sang-froid qu'un pharmacien triant des flacons de poudre toxique. Il vérifie les titres, recherche les rimes illégales, compare les filigranes du papier. Un grand livre suspendu à une chaîne est accroché à la porte des paroisses, et les adultes font la queue pour le consulter. Mais désormais, l'ordre de lecture n'est plus une habitude, mais une obligation. Au cours des premières années, cela semble être simplement un rituel différent, mais après quelques hivers,
Les gens comprennent que ce rituel est devenu un instrument de répression. Lorsque les alliances et les serments sont modifiés au sommet, des tracts sur la modestie et l'obéissance apparaissent à la base. Lorsque le débat sur le dogme est étouffé au sommet, les chansons malveillantes et les ballades sont interdites à la base. Lorsqu'un proche s'effondre sous le poids des soupçons, des instructions sur comment vivre sans la tentation de la langue se multiplient dans la ville. Et chacune de ces coïncidences n'est pas le fruit du hasard, mais une méthode. Et pourtant, même cette méthode a ses limites. Dans une ville, la chaîne du registre paroissial commence à sonner moins souvent. On ne la retire que pour le service, mais pas pour la lecture. Dans une autre, au contraire, le gardien autorise une lecture plus longue, car plus les yeux voient les lignes, moins les délateurs ont de travail. Dans une imprimerie, le maître accepte d'imprimer un calendrier et un abécédaire afin de garder ses apprentis au travail. Dans une autre, la veuve d'un imprimeur obtient de la municipalité le droit de diriger l'entreprise et sa signature sur le privilège apparaît comme une victoire sans appel du bon sens sur la fin. Il y a aussi des échecs. Un scribe adulte est emmené pour être interrogé à cause d'un recueil inapproprié, un artisan paye une caution et perd son échoppe, un prédicateur est emmené, et dans une taverne, on reste assis en silence pendant une semaine, car le silence coûte moins cher qu'une amende. Il y a aussi des failles. Une strophe amusante se cache dans une pastorale sur le temps, une pensée audacieuse dans un livre de contes où les chiffres en toutes lettres masquent le sens, et une chanson innocente devient un mot de passe entre initiés. C'est dans ces failles que se joue la tactique quotidienne de la survie. On voit ici comment la vitrine morale s'effrite en poussière et comment les gens apprennent à ne pas contester le marteau, mais à contourner son ombre. Plus loin, le code moral cesse d'être seulement un écran pour les affaires de divorce et se transforme en un régime de contrôle quotidien. Le pouvoir renforce l'habitude de la licence. Comme pour le commerce du sel, le commerce des mots ne se fait qu'avec une étiquette. Des convois, transportant des feuilles confisquées, parcourent les rues, et les inventaires mentionnent constamment la formule « endommagée par l'humidité », comme si l'humidité elle-même aidait à mettre au rebut les livres gênants. Parallèlement, le tableau religieux et pénal s'étoffe. L'obstination dans l'erreur est punie par le feu ou la corde, l'obstination dans les petites choses par la prison, la caution, la confiscation. Les frontières entre les classes sociales sont fixées par l'accès à la lecture. La maison respectable lit, selon l'horaire, l'artisan écoute, mais n'interprète pas, et dans cette configuration, on voit comment l'histoire matrimoniale du monarque se dissout dans la grande machine. D'une affaire privée naît un ordre social dans lequel l'imprimerie et la prison se côtoient comme les deux extrémités d'un même bâton. Le rapprochement final entre le mythe et le papier se fait sans fanfare. Le mythe continue de promettre une purification des mœurs, comme si l'ordre lui-même guérissait la ville. Le papier continue d'apporter des ordres et des listes. Qui a été privé de ses privilèges? Quelles terres ont été transférées? Quelles chansons sont interdites? Quels livres ne sont autorisés qu'aux initiés? La mort et la maladie ne font pas de concessions. En hiver, les gens meurent sur le sol froid des cellules. En été, ils s'effondrent dans des ateliers exigus qui sentent le plomb et le bois humide. Sans les petits hôpitaux des monastères, l'aide devient payante et rare, et les leçons de morale sur la charité sonnent comme une moquerie à l'égard de la file d'attente devant la maison, où, une fois par semaine, on distribue de la soupe. La presse continue de monter et descendre, et chaque coup rappelle que la morale ici n'est pas un sentiment, mais un instrument de mise en place. Dans cette routine visqueuse, 3 tournants que nous avons appris se maintiennent. Les feuilles morales vont de pair avec les décisions matrimoniales et ecclésiastiques. Les licences d'impression transforment la conscience en bureaucratie. Les articles doctrinaux transforment le débat en affaire punissable. Et c'est précisément
ce qui rend l'histoire effrayante. Non pas les éclats des bûchers, mais le silence dans lequel les gens apprennent à vivre sans laisser de traces sur le papier. Et pourtant, ce ne sont pas le faire et les formules qui décident de l'issue, mais les choix humains, insignifiants, obstinés, qui ne figurent pas dans les rapports. Le greffier municipal, qui n'a l'autorisation d'imprimer que des abécédaires et des calendriers, laisse les apprentis à leurs machines pour qu'ils ne partent pas au marché s'endetter et imprime des textes sans danger, soutenant pendant l'hiver affamé ceux qui pourraient mal s'enfuir. Le gardien de la paroisse, qui a le droit de fermer la chaîne sur le livre, retient sa main lorsqu'il voit qu'une femme d'âge moyen, calme et lettrée, finit de lire la page et que c'est pour elle le seul accès au sens. Il fait semblant d'avoir perdu la clé dans les plis de sa robe. Le juge, qui est tenu de punir le tract non autorisé, choisit une amende et une caution plutôt que la prison, car il comprend que l'atelier nourrit 5 autres adultes. La veuve d'un imprimeur, à qui l'on veut retirer son privilège en l'absence de son mari, recueille les signatures de ses voisins et le conseil municipal reconnaît sa capacité juridique. La presse ne doit pas se taire. Le percepteur de droits de douane sur le pont, chargé de surveiller l'importation de livres étrangers, détourne les yeux du sac de papier, car il sait que ce sac contient des prescriptions autorisées, mais que sans taxe, elles sont moins chères pour l'école de la banlieue. Toutes ces décisions ne relèvent pas de l'héroïsme, mais de la friction. De petits refus de répéter le refrain imposé, sans lancer de défi ouvert, mais en retirant un clou superflu du tableau. C'est pourquoi la fin, ici, n'est pas une révélation soudaine au sommet, mais la fatigue à long terme de la machine et l'endurance de ceux qui vivent sous son bruit. Le code moral, en tant que relation publique pour les affaires de divorce, a rempli sa mission. Il a reconstruit la vitrine, couvert la destruction de la verticalité, mis en place une nouvelle discipline d'impression et de lecture. Mais en même temps, il a appris aux gens à voir les coutures. Ils ont appris à distinguer le souci de la prescription, la vertu de la licence, le sermon de l'ordre. La feuille imprimée a cessé d'être un miracle et est devenue un objet avec un numéro de série, et c'est précisément cela qui l'a privé de son pouvoir d'agir comme un sortilège. Lorsque la campagne suivante exigeait de se comporter correctement, la réponse était le plus souvent un silence poli. Pas de dispute, mais une absence de répétition. C'est à partir de ces pauses que se constitue l'issue humaine. Les presses continuent de tourner, mais les mots cessent de toucher les âmes, car celles-ci ont appris à rechercher non pas la vitrine, mais la mécanique. Et dans cette compréhension sobre et sèche, réside la seule forme de liberté qui ne peut être confisquée par un inventaire.